Bonjour tout le monde. Cette vidéo est consacrée à la présentation du Domain Specific Language ou bien DSL. Ce travail est réalisé par Maryam El-Ghayami et Sana Shadi, encadré par notre professeur Monsieur Zanan. Ces jours-ci, créer votre propre langage de programmation fait fureur. Si Facebook et Apple les ont, alors nous devrions tous les avoir aussi. Mais que signifie créer un langage de programmation? Que signifie faire une langue de recherche? Cette vidéo vise à répondre à ces questions en fournissant une vue d'ensemble de l'état de la technique dans des Domain Specific Language, voire DSL. Notre plan contient une définition du Domain Specific Language ou bien DSL, les différents types et représentations des DSL, les avantages et risques des DSL, le contexte d'utilisation du DSL, quelques exemples du Domain Specific Language et finalement, comment créer des DSL. Premièrement, qu'est-ce qu'un DSL? Le DSL, Domain Specific Language, fabrique un langage dédié, est un langage de programmation dont les spécifications sont conçues pour répondre aux contraintes d'un domaine d'application précis. Il s'oppose conceptuellement au langage de programmation classique ou généraliste comme Java ou C, qui tentent à traiter un ensemble de domaines. En informatique, les langages dédiés traitent divers domaines informatiques, comme pilote informatique, le calcul scientifique, les bases de données, ou traitent de différents autres domaines où intervient l'informatique comme la médecine et l'aéronautique. L'utilisation de langages dédiés n'est pas propre à l'informatique. Il existe des langages dédiés au domaine de la médecine, de la cuisine, etc. Quelques exemples du DSL. En informatique, on trouve le langage SQL, ATL, Makefile, le langage Awk, SED, CSS, Excel, HTML, configuration XML, etc. Le DSL dans les autres domaines, médecine, animation 3D, communication, etc. Le Domain Specific Language est bien un langage de programmation à part entière. Il instaure une structure qui correspond à la syntaxe abstraite du programme. Cette structure définit les concepts manipulés et les façons dont ils peuvent être arrangés. Il propose un éditeur permettant ainsi d'utiliser le syntaxe concrète afin d'éditer et restituer les programmes utilisant le DSL. Et dernièrement, le DSL arrête une sémantique qui fixe le comportement du langage, c'est-à-dire comment il doit être interprété et ou transformé afin de produire du code compréhensible par la machine. Étant totalement défini par celui qui le crée, le DSL n'a pour ainsi dire pas de limite. Il faut toutefois respecter les trois piliers fondamentaux que sont la structure, l'éditeur et la sémantique qui identifient un langage de programmation. Rien n'interdit cependant d'ajouter d'autres caractéristiques qui viendront renforcer le DSL. Il peut donc posséder d'autres aspects et être caractérisé par des contraintes, des types, etc. Deuxièmement, quels sont les différents types d'un DSL? On peut classer les DSL en plusieurs types. Principalement, on retrouve deux catégories, les DSL dits internes et ceux dits externes. La différence est fondamentale et les atouts variés. Premièrement, le DSL interne. Le concept ici est de métamorphoser un General Purpose Programming Language ou bien GPL en DSL. Le GPL est un langage générique et opposé au DSL. Parmi les langages GPL, on trouve C++ ou encore Java. On utilise le langage à but général afin de le spécialiser pour qu'il puisse répondre à nos besoins. On va ainsi tenter de simplifier la programmation en masquant le plus possible les parties inintéressantes pour l'expert du domaine. Cette vision des choses semble se rapprocher de la création d'une librairie, mais ce n'est pas totalement vrai. En effet,
Un DSL interne peut être fait de telle sorte que le GPL soit très effacé, ne laissant la place qu'à des instructions plus haut niveau. Les forces du DSL interne, c'est qu'il dispose de la puissance du langage de base, le GPL étant destiné à pouvoir réaliser tout et n'importe quoi. Le DSL peut s'appuyer sur cette capacité pour développer les fonctionnalités très poussées, librairies de gestion de fichiers, de communication réseau, etc. et les fournir de façon souple aux programmeurs. De plus, en créant un DSL interne, on réduit considérablement le coût en outils et on peut même l'annuler. Puisqu'on va créer le DSL dans un GPL, il est possible de céder des outils de manipulation du GPL pour manipuler le DSL. La faiblesse du DSL interne, c'est qu'il est limité par le langage de base. Bien qu'il puisse en tirer les librairies et autres facilités, il doit aussi cependant souffrir de la maigreur des opérations disponibles. Et s'il s'appuie uniquement sur le GPL, il risque d'être bloqué par le manque d'abstraction qu'il offre. On conserve alors la difficulté d'exprimer et de représenter des idées et concepts très haut niveau dans un langage bas niveau. Passons maintenant au DSL externe. Écrit dans un langage unique, le DSL externe permet la liberté d'utiliser la forme que l'on souhaite. Ainsi, on dispose d'une façon simple d'exprimer et modifier les idées d'un domaine. La seule limite est la nécessité de créer l'outil nécessaire à la traduction du DSL en code exécutable par la machine ou bien en code GPL qui sera ensuite compilé ou interprété. Quels sont les avantages du DSL externe? La liberté d'expression dont fait preuve ce type de DSL est sa grande force. Elle induit un gain de clarté certain, mais aussi une grande simplicité d'utilisation. En effet, celui qui manipule le DSL peut rapidement prendre en main les différents concepts proposés puisqu'ils correspondent à des idées qu'il manipule naturellement. Quelles sont les faiblesses du DSL externe? On l'a compris, la faiblesse des DSL externes est la nécessité de créer des propres outils, que ce soit pour traduire le code DSL en code GPL ou directement pour produire du code exécutable depuis le code DSL. Il est indispensable de se munir d'outils capables de manipuler le DSL. Cette exigence est lourde et peut-être rebutante, ce qui malheureusement peut conduire à éviter l'utilisation d'un DSL alors que la situation serait parfaitement adaptée. Un autre type du Domain Specific Language, c'est le langage Workbench DSL. Il s'agit d'un outil de développement logiciel conçu pour définir, réutiliser et composer des langages spécifiques à un domaine ainsi que leur environnement de développement intégré. Les ateliers de langue prennent en charge la programmation orientée vers les langues. Les banques de langage ont été introduites et popularisées par Martin Fowler en 2005. Troisièmement, quels sont les types de représentation des Domain Specific Language? Les langages à diagramme. Ils proposent une syntaxe articulée autour de formes que l'utilisateur peut rapidement identifier. Les constructeurs d'interfaces GUI Builder de type WYSIWYG en sont un bon exemple. Les termes WYSIWYG désignent en informatique une interface utilisateur qui permet de composer visuellement le résultat voulu, typiquement pour un logiciel de mise en page, un traitement de texte ou d'image. Abstraction de programmation. Ce type de représentation se sert d'un autre langage pour exprimer les idées qu'il traite. C'est notamment le cas de l'Eclipse Modeling Framework qui utilise des modèles en XML pour exprimer ces données et les liens entre elles. Les langages textuels. Ils constituent la grande majorité des langages de programmation DSL ou non. Ils se composent de mots et autres caractères alphanumériques que le programmeur assemble afin de créer un concept et le manipuler. Le langage SQL est un exemple de DSL textuel. Quatrièmement, quels sont les avantages d'un Domain Specific Language?
Le Domain Specific Language possède un haut niveau d'abstraction, c'est-à-dire qu'il est compréhensible par des experts métiers. Le DSL est un langage concis et bien documenté, réutilisable. Le DSL permet à l'amélioration de la productivité, la fiabilité, la maintenabilité et la portabilité. Les DSL incluent la connaissance du domaine et permettent la validation et l'optimisation au niveau domaine. Cinquièmement, quels sont les inconvénients d'un Domain Specific Language? Parmi les inconvénients du Domain Specific Language, on trouve le coût important de développement et d'implémentation élevé et pour la formation des utilisateurs. Le deuxième risque est la faible disponibilité des DSL, difficulté à limiter un bon champ d'action, le risque d'avoir un équilibre entre DSL et langage générique délicat à trouver, et enfin, une perte potentielle d'efficacité à un code réalisé à la main. Sixièmement, quel est le contexte d'utilisation du Domain Specific Language? Premièrement, standalone. Dans ce cas, le Domain Specific Language est appelé directement depuis une action utilisateur, depuis une ligne de commande par exemple. Le DSL est ici utilisé comme un programme à part entière. On reconnaît le shell de Linux qui permet à tout un chacun d'émettre des commandes directement interprétées afin de manipuler un système de gestion de fichiers. Le DSL est un outil pour un GPL pour effectuer des actions spécifiques. Pour le compte d'une application hôte, le DSL sera manipulé via des instructions ou une API au niveau du GPL. C'est notamment le cas de SQL qui peut par exemple servir au sein de Java ou encore de C++ avec des librairies. Parfois, un interpréteur est utilisé pour faire correspondre le code DSL en code GPL. Encapsulé dans une application. Le Domain Specific Language permet à un utilisateur d'entrer et d'exécuter du code, ou encore d'exécuter du code généré dynamiquement, voire les deux. Cette technique permet, après avoir par exemple créé un programme à l'aide d'un GPL, d'offrir la possibilité aux utilisateurs de le modeler pour le faire correspondre le plus précisément possible à leurs attentes. Langage de macro des feuilles de calcul est un exemple de ce type de DSL. La dernière utilisation du Domain Specific Language, c'est qu'il peut être implémenté avec un système de programmation par macro, puis transformé en GPL, pour être converti à compile time ou read time. Cette technique permet de conserver une partie de la simplicité du DSL tout en utilisant les outils du GPL choisi. Passons maintenant pour voir quelques exemples de DSL. Notre premier exemple, c'est l'SQL, sigle de Structured Query Language, en français, langage de requête structurée, est un langage informatique normalisé, servant à exploiter des bases de données relationnelles. Ce DSL est destiné à la gestion des bases de données. Il propose l'utilisation de texte afin d'exprimer des notions de table, tuples et autres jointures. Le deuxième exemple, c'est le script shell. Le but ici est de manipuler des systèmes de fichiers à l'aide de commandes simples. L'utilisateur a accès à des informations sur le fichier. Il peut en créer, en déplacer, en supprimer, etc. Le troisième exemple est le POV, persistance de la vision. En anglais, Persistence of Vision. POV s'attaque à un domaine plus artistique car il propose de modéliser des objets en 3 dimensions en les exprimant dans un DSL bien à lui proche cependant de la syntaxe de C. Le ray tracing réalisé est de bonne qualité. Et notre dernier exemple, le langage C-Sound. C-Sound désigne un langage de programmation pour la création sonore, ainsi que son compilateur sonore. C-Sound provient du langage C. Ce langage est inspiré de Music, une série de programmes plus anciens développés par Max Matteo. C'est un logiciel libre disponible sur la licence LGPL. Maintenant, on va créer un DSL. Mais tout d'abord, on va savoir notre
environnement de travail. On a choisi de travailler avec Pharo. Qu'est-ce que c'est que Pharo? Pharo est un langage de programmation largement inspiré de Smalltalk. Elle est basée sur une machine virtuelle écrite en large partie en Pharo lui-même, ce qui lui permet d'être multiplateforme, Mac, Windows, Linux, iOS, Android, etc. La politique de Pharo oblige les contributeurs à accepter de publier leur code sous licence MIT. Pharo possède les principales caractéristiques de Smalltalk. Premièrement, tout est objet. Au sens de la programmation orientée objet, toutes les méthodes sont virtuelles, publiques, les attributs protégés. Il y a de l'héritage simple et des ensembles de méthodes qui s'appellent des traits et qui peuvent composer les classes. Deuxièmement, le système est réflexible. Un programme peut modifier sa structure et son comportement lors de l'exécution. Troisièmement, le typage est un typage dynamique. Contrairement à certains langages à typage statique qui forcent le développeur à indiquer de quel type est chaque variable, par exemple entier, chaîne de caractères, booléen, etc. Les variables ici peuvent prendre n'importe quelle valeur de quel type. L'héritage est simple. Ça veut dire qu'une classe hérite d'une seule et une seule autre. Une classe peut être aussi composée de traits. Et finalement, la gestion de la mémoire est automatique. Pharo utilise un ramasse-miettes, garbage collector, comme d'autres langages, par exemple Java. Un des intérêts principaux de Pharo, qu'il n'est pas nécessaire de recompiler tout le code dans le cas de la modification d'une méthode. Il est par exemple possible de modifier ou de créer une méthode au sein de debugger, ou de reprendre le flow d'exécution juste avant la modification. Certains appellent cela la méthode edit and continue, au lieu de la traditionnelle méthode edit, compile and run. Donc, l'idée de cette partie de vidéo est de faire un petit langage qu'on le trouve dans les jeux de rôle comme Donjons et Dragons, qui ont ce genre de petites expressions. Qu'est-ce que veut dire cette expression? Elle veut dire, vous devez lancer 2 dés à 20 faces et un dé à 4 faces. Et vous allez voir que ça peut être une expression Pharo. Et donc, dans cette partie, on va implémenter une classe qui représente un dé, une classe qui représente une poignée du dé. Pour cela, on va commencer par définir un package. Donc, ce package, on va l'appeler Dice. J'ai pas trop d'envie de voir d'autres choses. Alors, je ne vais pas faire cette partie de vidéo en mode codé dans le debugger. Je vais la faire en cas par cas d'une manière opportuniste. Donc là, je vais définir la classe Die, qui a un certain nombre de faces. Je la compile. Je vais ajouter un commentaire de classe. Pour le moment, pas grand chose parce que c'est très simple. Ce qu'on va commencer à faire, on va faire en sorte qu'on veut initialiser notre objet. Donc, je vais le faire comme ça. Voilà, j'appelle l'initialisation d'un superclasse et je vais mettre par défaut 6 faces à mon dé parce qu'ils sont les dés les plus courants. Maintenant, je vais commencer aussi à développer une classe de test pour être sûr de ce qu'on fait. Donc, les classes de test, elles sont sous-classes de la classe testCase. On va l'appeler DieTest. Voilà, j'ai ma classe de test. Je vais dire que l'initialisation est OK. Donc là, je vais dire die new shouldn't raise error. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque j'exécute ce morceau de code, die new, il n'y a pas d'erreur qui doit arriver. Je vais tourner mon test, il est vert, c'est bien. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est définir la méthode qui fait tourner le dé. Donc, je vais définir une nouvelle méthode dans opération. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, roll, qui nous rend faces, at random. Donc, on va écrire un test pour ça. Test ruling. Là, on va créer un dé.
d2 égale die new. Et maintenant, je vais faire 1000 times repeats. Alors quoi? Day rule. Donc ça, je veux qu'il se soit entre 1 et 6. Alors c'est pas très bien parce qu'on fait un test que pour l'aider à 6 faces. On aurait pu dire que ça fonctionne en nombre de faces de notre dé. On le fera plus tard. Je compile. Voilà. Donc c'est bon. J'ai mon test. Alors c'est l'occasion de le sauver. Là, j'ai mon package dice. Je veux le sauver d'une manière locale. Save. Et là, je lui donne un nom. New version with rolling and test. Maintenant, je vais changer l'interface de création. On aimerait dire, par exemple, to create a die, use die faces 20. Donc là, ce qu'il faut voir dans cette expression, c'est que faces, c'est un message envoyé à la classe die et pas une instance de la classe die comme c'est le cas de la méthode roll. On va faire ça pour que vous compreniez bien quand est-ce qu'on va aller au niveau classe ou pas. Donc, commençons par écrire un test. Better Creation Interface. Ici, 20. Faces. Là, je viens ici. Je fais Instance Creation. Faces and Integer. Donc là, je fais Self New. Puisque Self, c'est la classe die elle-même. Donc, je lui demande de créer une instance. Et maintenant, à cette nouvelle instance, je vais utiliser un accessoire pour pouvoir lui mettre la valeur qui a été passée en argument. Et bien sûr, je lui demande de rendre le dé que je viens de le créer. Quand je vais exécuter notre test, ça ne passe pas parce que faces n'existe pas. Ben, c'est normal parce que si j'exécute ce morceau de code, je fais debug pour voir. Donc, si je fais over, donc voilà, il me dit qu'il ne connaît pas le message faces. Alors, il faut que j'ajoute un accessoire. Donc, je vais faire faces, un integer. Et là, je vais faire faces, 2 points égale un integer. Et là, je vais faire l'accessoire en lecture. Voilà. Et je rends celui-là. Et là, maintenant, mon test est vert. J'en profite pour sauver. Save. Better die creation method with tests. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir commencer à définir ce qu'on veut pour dice handle. Donc en gros, si on garde dice handle comme on l'aimerait écrire, dice handle new add die. Donc là, on va créer un nouveau dé. Donc die faces 6 add die faces 10. Donc on va commencer par écrire une classe de test, une nouvelle classe qui hérite du test case. Donc, j'ai ma nouvelle classe de test. Et là, je vais définir un test. L'idée, c'est que je vais créer un poignet de dés. Et puis, je vais vérifier que j'ai les bons dés dedans. Donc, je vais faire test add-in attributes. Donc, j'ai mon handle, point virgule. Je fais copier-coller de ça. Là, point virgule yourself. Parce que je veux récupérer le receveur du message, c'est-à-dire le poignet, et pas l'argument qui est ici. Donc voilà. Et maintenant, je dois faire self-assert hash dice number 2. Je compile, et bien sûr, le système me dit qu'il ne connaît pas la variable dice handle. Je la définis comme une classe. Je veux en profiter pour mettre une valeur d'instance. Et voilà, je compile. Mon test ne roule pas parce que add-die n'a jamais été défini. Donc, on va le faire. Mais avant de faire ça, il faut initialiser la poignée. Ça nous évitera de voir un bug plus tard. Donc là, dice 2 points égale ordered collection new. Voilà. Et maintenant, je dois être capable de faire tourner mon test qui va planter. Voilà, et je vais créer add-die. Donc là, il me dit qu'il faudrait implémenter cette méthode. Donc là, je vais faire dice add 2 points add-die. Donc mon test ne va pas toujours marcher parce que j'ai pas défini la méthode dice number. Faisons-le dans l'accès 6 cette fois-ci.
Et dice number, ça doit rendre finalement dice size. Voilà, je recompile. Et voilà, mon test est vert maintenant. Je sauve. Save with a die and tests. Donc le test, on pourrait l'améliorer parce que finalement, notre test nous permet que d'ajouter deux nombres différents. Moi, ce que j'aimerais tester, c'est que on ajoute deux fois le même dé, on le perd pas. Test adding twice the same die is okay. Et je dois bien obtenir 2. Et je vais faire ça. Alors, mon test est vert. Super. Donc maintenant, ce qui serait sympa, c'est que on puisse définir ce que c'est que de faire ajouter le dé. Mais avant ça, on va faire quelque chose. Si vous regardez, si on fait quand j'inspecte ça, par exemple, je ne vois pas les valeurs de dé. Donc avant de continuer, on va améliorer ça. Je vais ajouter un nouveau protocole. On va définir une nouvelle méthode dans le protocole printsIn. Donc la méthode printsOn est définie sur tous les objets du système. Il va permettre de convertir un objet dans une représentation textuelle. Maintenant, je vais faire stream, next put. Donc, je vais mettre des caractères dans le stream et je vais commencer par mettre. Je vais afficher une parenthèse et puis le nombre de faces convertit deux nombres au chaîne de caractères et je vais concaténer tout ça avec une parenthèse fermante. Je compile. Et maintenant, quand je fais inspecter, donc voilà, j'ai un dé à 6 faces et un dé à 10 faces. Alors, on va aller dans Dice Handle, on va ajouter un nouveau protocole, opération. Là, je prends une valeur que j'initialise à 0. Après, je vais faire une boucle sur tous les dés. Et pour chaque pas de boucle, je vais récupérer un dé. Et ce dé, je lui demande de faire un tirage du dé et d'ajouter le résultat dans ma variable.
À ce stade, nous avons pu découvrir les différentes technologies utiles pour créer un langage dédié en capitalisant sur le cœur de ces concepts, en particulier le fait de spécifier sa sémantique de manière plus précise grâce au modèle qui autorise une exploitation de ceux-ci pour de nombreux usages. Et du coup, nous pouvons conclure que créer un langage spécifique à un domaine permet de proposer aux utilisateurs un environnement de travail adapté à ce domaine, c'est-à-dire manipulant directement les concepts de celui-ci. Merci pour votre attention.